Bonjour. Donc, maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris spécialisé en fiscalité et notamment en expatriation fiscale. Et ce matin, je vous parle du Portugal et de l'expatriation fiscale du dirigeant. Donc, le sujet concerne des personnes qui ont des entreprises en France, petites, moyennes ou grandes, et dont le sujet peut se poser de savoir comment vous allez fonctionner à l'avenir, comment ça va être structuré. Donc le premier élément à prendre en considération est celui de la résidence fiscale. Pourquoi? Parce que bien souvent, la résidence fiscale, c'est une notion méconnue. Alors pourquoi elle est méconnue? Parce que vous avez été résident fiscal français et à aucun moment vous êtes dit, je ne vais pas payer d'impôts en France. Vous avez peut-être eu la volonté, mais ça paraissait comme une évidence de payer de l'impôt en France. Et ça résulte de l'article 4B du Code général des impôts. Il suffit de remplir une des trois conditions, c'est-à-dire avoir son foyer d'habitation ou son lieu de séjour principal en France et exercer une activité professionnelle à titre principal ou avoir le centre de ses intérêts économiques en France. Mais lorsqu'on a un élément d'extranéité, c'est-à-dire on souhaite aller vivre au Portugal, on va après faire une analyse différente. Une analyse au regard d'une convention fiscale. Il faut savoir que les conventions fiscales, on a une convention, ce qu'on appelle type OCDE, parce qu'elle a été établie par l'OCDE, elle évolue constamment. Et dans cette convention type OCDE, on a des définitions de la résidence fiscale. Et c'est ce qu'on retrouve dans la convention signée en 1971 entre la France et le Portugal. Et vous allez voir pourquoi c'est important de se poser cette question, parce que ce n'est pas parce que vous allez vivre au Portugal qu'obligatoirement vous n'êtes plus résident fiscaux français, et notamment au regard des critères conventionnels. Ces critères conventionnels sont au nombre de quatre. Le premier, c'est le foyer d'habitation permanent, puis le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, et puis la nationalité. Comment ça fonctionne? On va faire une analyse alternative entre la France et le Portugal sur ces critères qui sont analysés successivement. Et à chaque fois qu'un critère est rempli dans les deux pays, on passe au critère suivant. Alors, le premier critère, c'est le foyer d'habitation permanent. C'est quoi? C'est un foyer sur lequel vous résidez de manière permanente ou vous pouvez y résider de manière permanente. Il importe peu que vous soyez propriétaire, locataire, vous pouvez même être hébergé et ça pourrait être même une chambre d'hôtel. Donc, néanmoins, il faut une pérennité. La différence, c'est vous louez, vous revenez en France pour passer 2 mois sur la Côte d'Azur dans une maison, c'est pas un foyer d'habitation permanent. Maintenant, vous louez une chambre d'hôtel 7 mois d'affilée ou sur une durée de 7 mois sur l'année civile, on va considérer que c'est devenu un foyer d'habitation permanent. C'est d'autant plus important que si vous conservez un foyer d'habitation en France, alors ça pourrait être votre ancienne résidence principale ou une ancienne résidence secondaire, bah, on va considérer que vous avez un foyer d'habitation en France, un au Portugal, et on va passer au deuxième critère, celui du centre des intérêts vitaux. Et celui-ci, lorsqu'on est chef d'entreprise ou lorsqu'on a une entreprise en France, il est plutôt gênant, parce qu'il s'analyse sur deux critères principaux, les mandats sociaux et l'analyse des revenus de source française par rapport aux revenus du reste du monde. Donc, ça signifie que si vous avez l'habitude de faire des distributions de dividendes, prendre de la rémunération, il va falloir faire attention. Et c'est pour ça, mais c'est pas gravé dans le marbre non plus, que lorsqu'un dirigeant d'entreprise quitte la France pour le Portugal, mais aussi vers d'autres destinations, hein,
on leur explique, dans votre cas, il ne faut pas me garder de foyer d'habitation permanent en France. Si vous en avez pas en France, ben on n'ira pas voir le deuxième critère. Et si on va voir le deuxième critère, ben là, il va quand même falloir regarder en détail ce qui se passe sur votre société et comment vous voulez travailler à l'avenir. Donc, très important, la première analyse doit se faire surtout au niveau du foyer d'habitation permanent. Généralement, lorsque mes clients viennent me voir, ils viennent me voir en pratique entre 1 an et 6 mois avant de partir. Alors certains, beaucoup moins longtemps avant, et puis d'autres, nous, on a déjà des dossiers pour 2027, 2028, des départs de France, et notamment au Portugal. Donc, premier élément, si je pars au Portugal, est-ce que je suis sûr d'être résident fiscal portugais? Le deuxième élément, parce que quand on regarde la fiscalité portugaise, euh, bah, on ne devient pas résident fiscal portugais du jour au lendemain et plus du tout résident fiscal français. Pour quitter la France, il y a une règle, la règle qui concerne l'exit tax. Et dans votre cas, elle est d'application puisqu'on part du principe que vous êtes dirigeant d'entreprise française. Alors le champ d'application, c'est quoi l'exit tax d'abord? L'exit tax, c'est on va venir vous demander de déclarer les éventuelles plus-values latentes sur des droits sociaux, des valeurs mobilières de structures qui sont soumises à l'impôt société. Alors, on a deux analyses. Soit on a une valeur globale des droits sociaux qui excède 800 000 euros, soit vous détenez directement ou indirectement dans une société au moins 50% des bénéfices sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une holding et que vous détenez 100%, la messe est dite. Si vous avez une société d'exploitation et vous avez plusieurs associés, vous avez que 40%, par exemple, du capital, on va aller regarder quelle est la valeur. Plus de 800 000 euros exit tax, moins de 800 000 euros, pas d'exit tax. Alors, en rendez-vous, on me dit souvent, je suis à 800 000, mais je préfère ne pas le faire. Alors, c'est quoi l'incidence? Ben, si l'administration vous trouve, vous devrez immédiatement payer l'exit tax, parce que vous bénéficierez plus du sursis automatique. Donc, il y a vraiment des mécanismes à acquérir, à regarder. Les titres concernés, on parle des plus-values latentes, des créances liées à des compléments de prix, des clauses d'earn-out, et aussi tout ce qui est placé en report d'imposition. Car on dit souvent que l'exit tax fait tomber le report d'imposition. Alors quand on dit fait tomber, ça ne veut pas dire qu'il devient exigible, mais qu'on va le reprendre dans le calcul de l'exit tax. L'exit tax, on ne vous demande pas de payer, on doit déclarer. Et quand vous partez au Portugal, comme vous êtes au sein de l'Union, vous n'avez pas non plus besoin de donner des garanties ou de faire un mécanisme particulier. Vous êtes protégé parce qu'au sein de l'Europe, il ne peut pas avoir de différence entre un résident fiscal français et un résident fiscal d'un autre pays européen. Donc, vous allez avoir automatiquement le sursis de paiement. Élément important, votre déclaration d'exit tax, vous allez devoir la faire dans la déclaration d'impôt de l'année de départ de France. On va imaginer que vous partez au mois de juillet 2025. Vous allez donc faire en mai 2026 deux déclarations liées à l'exit tax. Une déclaration liée au départ de France. Vous allez dire, voilà mes plus-values latentes sur le ou les titres. Et puis une déclaration de suivi d'exit tax entre votre date de départ et le 31 décembre 2025. La durée d'exit tax est de 2 ans lorsqu'on a moins de 2 570 000 euros de titres. Je ne parle pas de plus-value, on parle de titres, de valeur de titres, et 5 ans au-dessus.
Ce qu'il faut regarder, faire très attention, c'est le suivi annuel. Euh, on récupère souvent des clients au mois de septembre, octobre parce que ils ont fait une fois l'exit tax et puis ils l'ont pas fait et l'administration leur dit je vous laisse 30 jours pour faire votre déclaration ou je fais tomber l'exit tax. Donc voilà, l'exit tax est vraiment important parce que on peut pas se permettre d'attendre un an après votre départ au moment de la déclaration pour se dire tiens, qu'est-ce qu'on va mettre, comment ça va fonctionner. Troisième chose que l'on va aller chercher, alors, c'est ce que moi j'appelle le nouveau, voilà, voilà. On a un nouveau mécanisme. Alors d'ailleurs, on a dû avoir, voilà, pardon. On a un nouveau mécanisme qui remplace le régime RNH, ce qu'on appelle l'ITS, qui est entré en application au Portugal en 2024 et qui va permettre de bénéficier d'un régime particulier lorsqu'on est notamment dirigeant d'entreprise, pas uniquement, mais notamment. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il faut savoir que au Portugal, l'impôt sur le revenu est plus important qu'en France, comme beaucoup de pays d'Europe. Alors pourquoi il est plus important? Parce que en France, on a un mécanisme qui monte très doucement en termes d'imposition, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une imposition à 45% à peu près à 140 000 euros. Alors que des destinations comme le Portugal, vous êtes à 45% des 50 000 euros de revenus. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher un régime de faveur. Ce régime de faveur, à l'origine, il concerne la recherche, l'innovation, les activités industrielles et les services à haute valeur ajoutée. Alors, on a un peu plus de recul en 2025 qu'en 2024. On se rend compte que ce régime, il fonctionne dans beaucoup de cas. Alors, il faut toujours le faire valider en amont par, par un fiscaliste sur place, mais il fonctionne plutôt bien. Son intérêt, c'est lequel? C'est que vous allez avoir une imposition forfaitaire sur vos revenus de source portugaise plafonnée à 20%, une exonération de 50% sur les revenus professionnels et une exemption d'impôt sur la plupart des revenus de source étrangère, à l'exception des pensions. Et c'est là où on voit le nouveau régime par rapport à l'ancien, c'est que le Portugal veut surtout des personnes à haute valeur ajoutée et pas de retraités. Parce que ce mécanisme ne fonctionne surtout pas pour les retraites. Même si les personnes rentrent dans le mécanisme de l'ITS, ils ne seront jamais exonérés au niveau des retraites. Donc, il faut aller chercher, lorsqu'on va au Portugal, aller chercher ce mécanisme-là, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très intéressant, qui a une pérennité de 10 ans, et que c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on interroge nos correspondants pour leur dire, mais est-ce que telle ou telle activité fonctionne? Euh, Ils nous disent, oui, oui, dans ce cas-là, ça fonctionne. Très souvent, on a des retours positifs. Donc, une fois que vous êtes posé la question de la résidence fiscale, que vous avez regardé quel était le sort de vos structures françaises à l'exit tax, et que vous avez pu attraper, notamment et pour bénéficier du régime ITS, va se poser la question de la structuration de votre, votre prise de participation. Alors, comme ça, je vais terminer la présentation sur ça parce que ça, c'est un élément extrêmement important et c'est un élément qui est vraiment différent selon vos caractéristiques. Ce qu'il faut savoir dans les règles de structuration, recevoir, percevoir des revenus en France alors qu'on est non résident, ça coûte souvent très cher. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des charges sociales alors que vous n'aurez plus le droit de bénéficier de la protection, de la sécurité sociale française. Et puis surtout parce que une fois que vous êtes parti, vous n'êtes plus imposé en fonction d'un quotient familial, mais en fonction d'un pourcentage.
Et donc, nous, nos dirigeants d'entreprise qui partent, généralement, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont avoir une structure portugaise qui peut être totalement indépendante pour développer un business sur place, mais principalement développer un business avec votre société française. Donc, on va souvent très nettement diminuer votre rémunération de source française. On va en contrepartie prévoir une distribution de dividendes qui va venir compenser pour vous amener de l'argent. Et donc, préalablement ou concomitamment au départ, si les structures sont des SARL, on va les faire transformer en SAS. Pourquoi? Parce que dans la SARL, lorsque vous distribuez, vous pouvez avoir l'exigibilité de charges sociales, pas dans la SAS. Et un non-résident qui distribue, qui perçoit des revenus de source française, aura en France une retenue à la source de 12,8% qui sera plafonnée à 15%. Donc, c'est extrêmement important de se dire, je limite mes revenus du travail français. Ça veut dire pas je les mets à zéro, hein. On va les mettre à un niveau très très bas, notamment pour justifier le fait que vous restiez mandataire social. On va jouer avec de la distribution. Et puis, troisième élément, on va euh, créer un montage. Alors, pas vraiment un montage, mais on va facturer des prestations entre la société portugaise et votre société française. Ce qui va être facturé, ça va être des prestations techniques. Prestations techniques parce que vous occupez du commercial, de la recherche, de l'approvisionnement, des salariés, de telle ou telle chose. Et donc, on va le décrire. Et à ce titre-là, que la société portugaise peut être amenée à facturer des prestations. On a aussi la possibilité, ça on le voit souvent avec nos correspondants portugais, parce que on a des mécanismes qui sont plutôt intéressants au Portugal, soit de vendre tout ou partie de la société française à la société portugaise, ou même d'apporter les titres de la société française à la société portugaise. Donc voilà, ce qui est important, cette dernière partie, c'est vraiment quelque chose de très personnel, très particulier au regard de votre mécanisme. Est-ce que vous êtes une petite entreprise, une entreprise moyenne? Est-ce que vous avez beaucoup de salariés? Pas de salariés. Est-ce que votre développement futur se fera aussi au Portugal ou restera totalement en France? C'est ce qui va nous permettre de structurer. Donc voilà, si je récapitule, fa- faire très attention à la notion de la résidence fiscale pour ne pas risquer une remise en cause par la France, traiter le sujet de l'exit tax, traiter le sujet du régime d'imposition que vous allez avoir au Portugal et surtout structurer comment vous allez fonctionner à l'avenir entre une structure française que vous pouvez décider de conserver pendant très longtemps ou de conserver uniquement 1 an ou 2 ans. Donc, est-ce que la structure portugaise et la structure française vont être totalement indépendantes ou est-ce qu'on va les rapprocher, soit par le biais d'un apport? Il faut savoir que l'apport, c'est quelque chose qui est possible au Portugal et comme en France, ça ne crée pas de plus-value, ou par le biais d'une cession si on a besoin de faire une opération. La cession, j'y suis personnellement un peu opposé parce que ça va avoir tendance à générer l'exit tax et donc il faut, si vous souhaitez le faire, il faut plutôt attendre la fin de la durée de l'exit tax et on a vu que cette durée était de 2 ans ou 5 ans.